Salut très chers étudiants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui consiste à poursuivre avec les explications de notre chapitre 1 de microéconomie 2. Dans ce cours, nous allons aborder la notion de contrainte budgétaire et fiscalité. Ici, il est tout simplement question de vous expliquer comment est-ce que la contrainte budgétaire va se retrouver modifiée étant donné la prise en compte de certains éléments de la fiscalité, notamment la taxe unitaire sur le prix des marchandises, la taxe sur la valeur ajoutée au niveau de la vente des marchandises ou encore la taxe forfaitaire. Alors, nous allons commencer avec le petit A, la contrainte budgétaire et la prise en compte d'une taxe forfaitaire. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle d'une taxe forfaitaire? Il suffit simplement de comprendre que une taxe est dite forfaitaire en fait lorsqu'elle est unique. Lorsqu'une taxe est dite forfaitaire, ça veut dire qu'il s'agit d'une taxe unique. Une taxe unique tout simplement parce qu'en réalité, le système d'imposition, nous sommes dans un système d'imposition dans lequel les contribuables vont en fait contribuer tous au même montant. Ça veut dire qu'on peut fixer une taxe forfaitaire par exemple à 10 000. Ça veut dire que, ou alors disons en pourcentage, peut-être à 15% de votre revenu, alors ça voudrait simplement dire que le 15% serait applicable à tous les agents économiques. Donc, la taxe forfaitaire est encore appelée impôt à taux unique. C'est pour ça qu'on appelle la taxe forfaitaire la taxe unique, parce que c'est un impôt à taux unique. Il s'agit tout simplement d'un système d'imposition dans lequel tous les contribuables sont imposés au même taux. Et donc, c'est seul le niveau de revenu qui pourra en fait faire varier le montant de l'impôt à payer. Et donc, il faut simplement savoir que la taxe forfaitaire vient en diminution de votre niveau de revenu. Maintenant, dans le contexte où nous sommes en présence d'une taxe forfaitaire, comment est-ce que la contrainte budgétaire va se retrouver modifiée? Alors, il s'agit simplement de remarquer que dans le cas de la prise en compte d'une taxe forfaitaire, alors cette taxe forfaitaire viendra tout simplement diminuer le niveau de revenu. C'est pour ça qu'on dira que bon, s'il y a une taxe forfaitaire qui est prise en compte, il va falloir chercher un nouveau revenu qui sera donné R', tel que ce nouveau revenu doit être égal à l'ancien revenu, moins donc la taxe forfaitaire. Et à partir d'ici, vous faites encore le principe de contrainte budgétaire normalement tel que nous l'avons vu. Donc, on dira maintenant que R' égale à X1P1 plus X2P2. R' ici étant le revenu qui a pris en compte la taxe forfaitaire. Et vous connaissez comment on fait pour trouver l'équation ou alors la courbe de la contrainte budgétaire. Il suffit seulement de poser X1 par exemple égale 0 et trouver l'équivalent de X2. Ça donnera X2 égale à R' sur P2. Ensuite, on va se dire si c'est plutôt X2 qui est égal à 0 et on trouve l'équivalent de X1, ça va donner X1 égale à R' sur P1. Et la représentation graphique est présentée ainsi qu'il suit. Tout simplement, il faut retenir que initialement, par exemple, on a le bien X1 qui sera ici, le bien X2 qui sera là. La contrainte budgétaire sans la taxe est par exemple située à ce niveau-là. Ça, c'est la contrainte budgétaire sans la taxe forfaitaire. Maintenant, lorsqu'on prend en compte la taxe forfaitaire, ça vient diminuer le revenu. Et si le revenu est diminué, ça veut dire que ça diminue notre ensemble ou notre plan de consommation réalisable. Ce qui va pouvoir expliquer le fait que la contrainte budgétaire va se déplacer parallèlement vers la gauche. Et donc, cette nouvelle droite que voici sera en fait la représentation de la contrainte budgétaire en prenant en compte la taxe forfaitaire. Là, tout simplement, il faut savoir que le R va diminuer pour se situer à un niveau de R'. Maintenant, passons au deuxième cas de figure, contrainte budgétaire et taxe unitaire sur un bien. Donc, contrainte budgétaire et taxe unitaire sur un bien. Alors, une taxe unitaire est tout simplement une somme qui est fixée par unité de bien vendu dont doit s'acquérir l'entreprise. Donc, lorsqu'on parle d'une taxe unitaire, on dit taxe unitaire. C'est une taxe qui est fixée par unité de bien vendu et dont doit s'acquérir l'entreprise. Cette taxe donc impacte nécessairement sur le volume des ventes. Si la taxe se fait sur un bien par exemple, alors il va falloir que le prix et la quantité de l'autre bien sera tout simplement inchangé. Alors, si la taxe est appliquée sur un bien, ça veut dire que c'est en fait une taxe qui va venir modifier le prix et le niveau de vente de ce bien-là. Ça voudrait simplement dire que la quantité et le prix de l'autre bien resteront inchangés. Maintenant, considérons par exemple une taxe unitaire de X, unité monétaire, qu'on va imposer sur le prix du bien 1. Alors,
cherchons à déterminer la contrainte budgétaire dans ce cas de figure. Donc, essayons de déterminer la contrainte budgétaire dans le cas où la taxe unitaire est imposée uniquement sur le prix du bien 1. Dans ce cas, alors, voici la configuration que nous aurons. Si on a une taxe unitaire qui est imposée au niveau du prix du bien 1, ça veut dire que vous allez vous rendre compte, on va donc avoir un nouveau prix du bien 1 qui sera en fait égal à l'ancien prix plus la taxe. Parce que la taxe sur le prix du bien 1 va venir augmenter le niveau de prix en réalité. Quand on dit qu'on a imposé une taxe sur le prix du bien 1, ça veut dire en fait que le prix du bien 1 va augmenter parce que l'entreprise serait supposée collecter la taxe auprès donc des contribuables qui sont finalement les agents économiques. Maintenant donc, P'1 serait égal à P1 plus la taxe. P2 et sa quantité X2 resteront inchangés ainsi qu'au niveau de revenu. C'est-à-dire que la contrainte budgétaire dans ce cas deviendra seulement R égale à X1 P'1 plus X2 P2. Là, on a appliqué une taxe unitaire sur le prix du bien 1, le prix et la quantité du bien 2 restant inchangés. Et voilà donc comment est-ce que la contrainte budgétaire va se comporter. Ça veut dire simplement que initialement, voici notre contrainte budgétaire. On a la droite que voici, qui est la contrainte budgétaire sans la taxe unitaire. Maintenant, si on prend encore la taxe unitaire qui est appliquée au prix du bien 1, étant donné que le prix du bien 1 va augmenter, alors ça veut dire que ça va diminuer l'ensemble des consommations réalisables. C'est-à-dire que vous allez voir que la contrainte budgétaire dans ce cas-là va se décaler vers le bas, mais à ce niveau, à la quantité X2, ça ne bouge pas. Tout simplement parce que la taxe unitaire n'est pas appliquée sur le bien 2. C'est ça que ça va rester là. Et alors que la courbe va se décaler à R sur P'1. Donc voilà comment va se comporter la contrainte budgétaire dans le cas de la prise en compte d'une taxe unitaire. Et les conséquences, c'est simplement qu'on aura le déplacement de la courbe de la contrainte budgétaire vers le bas et une nouvelle ensemble de consommation réalisable. Maintenant, passons au troisième cas de figure que nous pouvons rencontrer. C'est la contrainte budgétaire et petit c, troisième cas de figure, concerne la contrainte budgétaire et la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, il faut savoir déjà que, tel que nous l'avons vu en comptabilité, la taxe sur la valeur ajoutée représente tout simplement une taxe indirecte. Lorsqu'on dit qu'une taxe est indirecte, c'est en fait une taxe qui est appliquée compte tenu du volume de vente ou du volume de la production. Donc, c'est une taxe qui est appliquée sur les biens et services. C'est ça la taxe indirecte. À l'inverse de la taxe directe, qui est plutôt appliquée sur le niveau de revenu de l'agent économique. Donc, la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect sur la consommation qui est calculé sur le prix hors taxe d'un bien. Alors, cette taxe-là vient en augmentation du niveau de prix. Lorsqu'on parle de taxe sur la valeur ajoutée, ça veut dire que c'est une taxe qui vient en augmentation du niveau du prix. Et elle peut s'appliquer sur le prix d'un seul bien ou alors sur le prix des deux biens. Maintenant, considérons une situation dans laquelle la taxe sur la valeur ajoutée s'applique sur le prix des deux biens. La taxe sur la valeur ajoutée s'applique sur le prix des deux biens. Alors, la configuration que nous avons au tableau, nous avons supposé une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de X% et qui va donc s'appliquer sur le prix des deux biens. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que on aura donc P'1 et P'2, donc les nouvelles valeurs des prix des deux biens, étant donné la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée. Et cette taxe-là va venir en augmentation. C'est pour ça que vous allez voir P'1 sera égal à P1 plus X% de P1. Vous va donner le nouveau prix. Et P'2 sera à P2 plus X% de P2. Qui va donner également le nouveau prix du deuxième bien. Donc la taxe sur la valeur ajoutée nous permettra simplement de trouver les nouvelles valeurs des prix de chaque bien, puisque nous avons considéré le cas où elle s'appliquait sur les deux biens. Et on aura donc P'1 et P'2 qu'on va déterminer, et le plus important, ou alors le scénario va se répéter, revenir simplement au niveau de la contrainte budgétaire, recalculer tout simplement en remplaçant les prix maintenant par P'1 et P'2, et voilà comment la représentation graphique va se présenter. Tout simplement, on aura un repère, on aura X1, X2. La contrainte budgétaire sans la taxe sur la valeur ajoutée sera telle que vous voyez là. Maintenant, si on prend encore une taxe de valeur ajoutée sur les deux biens, ça va modifier les prix des deux biens. Alors la contrainte budgétaire va se déplacer parallèlement vers le bas. On aura maintenant R sur P'2 et R sur P'1. Et ceci sera la courbe de la contrainte budgétaire avec la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, il suffit seulement de retenir que lorsqu'on a une taxe sur la valeur ajoutée, ou alors lorsque nous avons une taxe forfaitaire, alors cela va entraîner un déplacement parallèle de la courbe de la contrainte budgétaire vers le bas. Abordons ici la notion de l'équilibre du consommateur
en guise du grand 3 de notre chapitre. Alors, équilibre du consommateur. Il faut savoir que dans les études microéconomiques, en tout état de cause, il faut toujours déterminer l'équilibre de l'agent économique. Qu'il soit consommateur ou producteur, il faut toujours trouver quelle est la situation qui permet de le situer à sa position d'équilibre. Ainsi, pour pouvoir déterminer l'équilibre du consommateur, il est important de pouvoir déterminer d'abord le problème du consommateur ou encore le programme du consommateur. Cela dit, la recherche de l'équilibre du consommateur passe nécessairement et impérativement par la résolution du problème du consommateur. Alors, il faut savoir et il faut retenir qu'il existe deux programmes du consommateur. D'une part, on peut avoir un programme de maximisation de l'utilité. D'autre part, on peut avoir un problème de minimisation des dépenses. Ainsi, la question la plus intéressante de se poser maintenant est de savoir comment reconnaître dans un exercice que nous sommes en face d'un problème de maximisation ou alors qu'il s'agit plutôt d'un problème de minimisation. Maintenant, le secret qu'il faudrait retenir et garder à l'esprit, c'est que dans un exercice, si vous vous rendez compte que vous avez des informations concernant le niveau de revenu de l'agent économique, alors sachez tout simplement que vous êtes en présence d'une analyse de maximisation de satisfaction de l'agent économique. Par contre, si vous n'avez pas des informations sur le revenu du consommateur, mais que néanmoins, vous connaissez un certain niveau d'utilité que l'agent économique souhaite atteindre pour maximiser sa satisfaction, alors il faut savoir qu'en réalité ici, vous vous situez en présence de minimisation des dépenses de l'agent économique. Maintenant, il est donc question de présenter la manière de résolution d'un programme de maximisation et celui d'un programme de minimisation. Ainsi donc, petit 1, programme de maximisation et résolution. Lorsque le niveau de revenu est connu, il s'agit tout simplement ici de maximiser la fonction d'utilité sous contrainte de la contrainte budgétaire. Alors, sous contrainte du revenu qui sera égal tout simplement à X1P1 plus X2P2. Ça, c'est ce qu'on appelle le programme du consommateur. Maintenant, résolution de ce programme. La résolution de ce programme peut se faire de deux manières différentes, soit à travers la méthode intuitive ou alors en passant par la résolution de la fonction de Lagrange. Première méthode, la méthode intuitive. En procédant par la méthode intuitive, il suffit simplement de dire qu'à l'équilibre du consommateur, le rapport des utilités marginales sera simplement égal au rapport des prix. Et puis, considérer l'équation de la contrainte budgétaire. C'est pour ça que vous allez voir par la méthode intuitive, voilà comment est-ce que nous allons résoudre le rapport des utilités marginales égale le rapport des prix et la contrainte budgétaire qui est donnée par ceci. Maintenant, la méthode de Lagrange. Maintenant, pour la méthode de Lagrange. Pour la méthode de Lagrange, il suffit d'écrire la fonction de Lagrangien qui va dépendre d'une part de l'ensemble des variables de la fonction d'utilité et d'autre part du multiplicateur de Lagrange qui prendra en compte le nombre de contraintes budgétaires. Donc, c'est pour ça que nous avons le Lagrangien qui est fonction de x1, x2 et de lambda. x1, x2 qui sont les variables de la fonction d'utilité de départ et lambda qui est le multiplicateur de Lagrange. Et le Lagrangien s'écrit tout simplement la fonction d'utilité u de x1, x2 plus lambda multiplié par la contrainte budgétaire R moins X1P1 moins X2P2. Une fois que vous appliquez la fonction de Lagrange, il est tout simplement question ici maintenant de passer à l'application des conditions de premier ordre. Vous allez voir la condition de premier ordre. Les conditions de premier ordre sont en fait des conditions qui stipulent que toutes les dérivées partielles de premier ordre du Lagrangien doivent être nulles ou encore égales à 0. C'est ainsi qu'on aura la dérivée du Lagrangien par rapport à x1 égale à 0, la dérivée du Lagrangien par rapport à x2 égale à 0 et la dérivée du Lagrangien par rapport à lambda égale à 0. C'est ça qui fonde les conditions de premier ordre. Maintenant, la dérivée du Lagrangien par rapport à x1 égale à 0 entraîne à dire quoi? Entraîne à dire simplement qu'il suffit de venir prendre cette fonction de Lagrange que vous dérivez par rapport à x1 et ensuite égaliser à 0.
Alors, la dérivée de cette fonction par rapport à x1, c'est ça qui va donner u'x1. Pour dire qu'on dérive une fonction à plusieurs variables par rapport à l'une de ces variables. C'est ça qui donne u'x1. Moins maintenant lambda p1, tout simplement pourquoi? Parce qu'en dérivant par rapport à x1, ici va donner 0, là va aussi donner 0. Ici, en dérivant par rapport à x1 va donner moins p1. Et en multipliant par lambda, c'est ça qui va nous donner moins lambda p1 égale à 0. À partir de là, on dit simplement u'x1 égale à lambda p1, tout simplement parce que le moins lambda p1 aura traversé l'égalité en changeant de signe. Même scénario pour la dérivée de Lagrangien par rapport à x2 ainsi que par rapport à lambda. La dérivée de Lagrangien par rapport à x2, vous venez à ce niveau, on dérive la fonction u par rapport à x2, ça fait u' par rapport à x2. Vous venez ici, vous dérivez par rapport à x2. Avec là, ça fait 0, là, ça fait 0. Par rapport à x2, ici, ça va faire moins p2 fois lambda, qui donnera donc moins lambda p2 égale à 0. Et à partir d'ici, on aura simplement donc u'x2 égale à lambda p2. Et la dérivée de Lagrangien par rapport à lambda, ici va donner 0. Par rapport à lambda, ça donne tout simplement la contrainte budgétaire. C'est pour ça que nous avons là R moins x1p1 moins x2p2 égale à 0. La résolution, maintenant, nous disons simplement que bon, il suffit de faire 1 sur 2. 1 sur 2, sachant que voici la première équation. Sachant que voici la première équation que voilà. Et celle-ci, la deuxième équation. Donc, en fait, c'est 1 sur 2. Ce qui permet d'obtenir u'x1 sur u'x2 égale à lambda p1 sur lambda p2. On simplifie par lambda lambda. U'x1 n'est rien d'autre que l'utilité marginale par rapport au bien 1. U'x2 n'est rien d'autre que l'utilité marginale par rapport au bien 2. Est donc égal à P1 sur P2. Alors, une fois que vous arrivez à ce stade, vous allez vous rendre compte que le rapport des utilités marginales égale le rapport des prix auquel vous aboutissez ici est exactement celui qu'on avait posé à l'équilibre lorsqu'on était dans la méthode intuitive. C'est pour vous faire comprendre seulement que peu importe la méthode que vous choisissez, que ce soit intuitive ou de Lagrange, vous êtes censé aboutir essentiellement au même résultat. Alors, une fois que vous le faites, quand vous parvenez à trouver le rapport des utilités marginales, le rapport des prix, il suffira simplement de tirer dans un premier temps, peut-être le bien x2 en fonction du bien x1, de revenir au niveau de la contrainte budgétaire, remplacer x2 par son expression fonction de x1 et tirer la quantité x1 ou la fonction de demande de x1. Et après revenir au niveau de la relation suivante pour tirer x2 en remplaçant x1 par sa relation. Et donc, il est important de noter que dans le cas de ce problème de maximisation, les fonctions de demande que nous aboutissons seront dénommées de la manière suivante. x1 étoile fonction de P1, P de R et x2 étoile fonction de P1, P de R. Ça, ce sera les fonctions de demande et qui, dans un cas de la maximisation tel que celui-ci, sera en fait connu sous le nom de fonction de demande marshallienne ou encore fonction de demande walrasienne. Maintenant, programme de minimisation et résolution. Dans le cas du programme de minimisation, nous sommes dans une configuration où le revenu n'est pas connu, mais on connaît le niveau de dépense, le niveau de satisfaction que le consommateur souhaite atteindre. Alors, il suffira simplement de faire une minimisation des dépenses qui égale x1p1 plus x2p2 sous contrainte du niveau d'utilité que l'agent économique ou le consommateur souhaite atteindre égale à u de x1, x2. Là encore, deux méthodes s'offrent à nous, la méthode intuitive et la méthode de Lagrange. La méthode intuitive qui stipulera toujours que le rapport des unités marginales égale le rapport des prix et la contrainte budgétaire qui sera u bas égale à u de x1, x2. Et vous allez simplement résoudre, trouver x1, x2 fonction de p1, p2, u bas et qui seront donc les fonctions et demander xiennes dans ce cas-là. Maintenant, petit b, la méthode de Lagrange. Nous continuons ici avec la deuxième méthode de résolution du programme de l'agent économique dans le cas de la minimisation des dépenses. Alors ici, il s'agit de la méthode de Lagrange qui sera donnée par le Lagrangien fonction des variables x1, x2 et du paramètre lambda. Ce qui va nous permettre donc d'avoir la fonction x1p1 plus x2p2 plus lambda fois u bar moins u facteur de x1, x2. Alors, il suffit tout simplement ici d'appliquer les conditions de premier ordre, tout comme dans le cas de la maximisation. Donc, nous dérivons Lagrangien par rapport à x1, par rapport à x2, ainsi que par rapport à lambda, que nous allons égaliser à 0. Dérivé de Lagrangien par rapport à x1, en train de dire que
il suffira de venir au niveau de la fonction de Lagrange que voici et la dériver par rapport à la variable x1. Ce qui permettra donc d'avoir P1 à ce niveau, 0 ici, 0 là, moins lambda U' de x1 égale à 0. Et nous passons à la dérivée du Lagrangien par rapport à x2. On aura simplement la dérivée du Lagrangien que voici par rapport à x2. Ici, on aura 0. Là, on aura P2. Ici, on aura 0. Là, on aura moins lambda U' de x2. Donc, P2 moins lambda U' de x2 égale à 0. Et finalement, nous avons la dérivée du Lagrangien par rapport à lambda égale à 0. Ce qui permet donc d'avoir la dérivée du Lagrangien par rapport à ce lambda-ci. Ici, ça sera 0 et ça nous restera tout simplement là le facteur que voilà. Donc, on aura donc U bar égale à U de x1, x2. Maintenant, à ce niveau, on peut décider d'envoyer le moins lambda U' de l'autre côté ainsi que le moins lambda U' de l'autre côté. Ça nous permettra d'avoir simplement lambda U' x1 égale à P1 et lambda U' x2 égale à P2. Là, on procède simplement en disant que voici la relation 1, voici la relation 2 et celle-ci la relation 3. On va juste faire le rapport 1 sur 2. Et le rapport 1 sur 2 nous donne simplement lambda U' x1 sur lambda U' x2 égale à P1 sur P2, ce qui est en train de dire que U' x1 sur U' x2 égale à P1 sur P2, puisqu'on aura simplement simplifié par lambda et par lambda. Arrivé à ce niveau, U' x1, ce sera en fait l'utilité marginale de la fonction U par rapport à 1 par rapport à x1 et U' x2, l'utilité marginale de la fonction U par rapport à x2. Et là, il suffira de tirer x1 en fonction de x2, revenir au niveau de la relation 3 de la contrainte budgétaire pour tirer l'expression de x1 et venir faire les remplacements. Donc, il faut simplement retenir que dans le cas de la minimisation, les fonctions que nous allons retrouver à la fin doivent être x1 étoile et x2 étoile qui dépendent chacune d'elles de P1, de P2 et de U bar. Et donc, ces fonctions x1 et x2 en fonction des variables suivantes sera donc qualifiées de fonctions de demande xienne. Donc, à partir d'ici, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas d'un problème de maximisation, cela conduit ou alors cela concourt à l'obtention des fonctions de demande marshalliennes ou encore des demandes wallaciennes. Tandis que pour ce qui est de la minimisation, nous aboutissons plutôt aux fonctions de demande xiennes. Maintenant, sans tarder, nous passons tout rapidement à l'application d'un exemple d'application pour voir comment est-ce que cela se passe. Alors, exercice, on nous dit simplement la fonction d'utilité d'un consommateur s'écrit. La fonction d'utilité d'un consommateur s'écrit. L'utilité fonction de x1. L'utilité sera fonction de x1, x2 et qui sera égal à 3x1, x2 au carré. Voilà la fonction d'utilité d'un consommateur qui s'écrit u de x1, x2 égale à 3x1 fois x2 au carré. On nous dit soit P1 et P2, les prix respectifs des biens 1 et 2 et R, le revenu du consommateur. Une première question, on nous demande de déterminer les fonctions de demande qui permettent d'assurer au consommateur un niveau de satisfaction constant U0 égale à Z. Et deuxièmement, calculer les quantités d'équilibre avec P1 égale à 1, P2 égale à 3 et U0 égale à 5. Donc, première question, c'est de déterminer les fonctions de demande qui permettent d'assurer au consommateur un niveau de satisfaction constant U0. Alors, à ce niveau, on comprend rapidement qu'il s'agit d'un problème de minimisation. Tout simplement parce qu'on n'a pas des informations sur le niveau de revenu du consommateur et qu'on connaît pourtant alors un certain niveau d'utilité que le consommateur souhaite atteindre qui a été donné par U0 égale à Z. Ça veut dire qu'il s'agit bel et bien d'un problème de minimisation. Donc, pour donc déterminer ces quantités-là, il faut donc minimiser le programme. Il faut minimiser donc les dépenses du consommateur sous la contrainte de U0 égale à la fonction U de départ comme vous avez donné. Maintenant, nous passons donc pour la résolution de ce programme par la méthode de Lagrange. Et on aura Lagrangien en fonction de x1, x2 et de lambda, ce qui sera simplement égal à x1p1 plus x2p2 plus lambda u0 moins 3x1 x2 carré. Et à partir de là, nous appliquons simplement les conditions de premier ordre. Les conditions de premier ordre qui voudront que toutes les dérivées partielles du premier ordre de Lagrangien soient nulles. C'est pour ça qu'on a la dérivée partielle de Lagrangien par rapport à x1 égale 0, dérivée partielle de Lagrangien par rapport à x2 égale 0 et dérivée partielle de Lagrangien par rapport à lambda égale 0.
tout calcul en appliquant sur le Lagrangien que voici. Voilà le système que cela nous conduit à obtenir. Il suffira de tirer P1 et P2 simplement, ce qui permet d'avoir P1 égale à 3 lambda x2 carré, P2 égale à 6 lambda x1 x2 et U0 égale à 3 x1 x2 au carré. Nous nommons 1, 2, 3 chacune de ces équations. On procède en faisant le rapport 1 sur 2, ce qui nous permet d'avoir simplement P1 sur P2 égale à 3 lambda x2 carré sur 6 lambda x1 x2. Et à partir d'ici, on simplifie les lambda et lambda, les x2 et les x2. Ça nous reste simplement, et 3 et 6, donc on simplifie 3 par 3. Ça va nous rester simplement ici là, x2 sur 2 x1. Parce qu'après ça va simplifier 3 par 3, ici il y aura 0, ici il y aura 2. Donc on aura simplement x2 sur 2 x1. Et P1 sur P2 sera égal à x2 sur 2 x1, en train de dire que si on veut tirer x1, ça serait P2 sur 2P1 x2. Voilà, donc x1 égale à P2 sur 2P1 x2. On va maintenant dire que si on a dans la relation x1 en fonction de x2, on prend cette relation qu'on peut remplacer dans la contrainte budgétaire qui est la relation 3. Et là, on obtiendra simplement au niveau de la contrainte budgétaire que voici, U0 égale à 3 x1 x2 carré. On aura simplement U0 égale à 3 x1 qui est là. On remplace par son expression x1 fonction de x2. C'est ça qu'on aura P2 sur 2 P1 fois x2 fois maintenant le x2 carré qui est là. C'est ça qui est là. À partir d'ici, on se rend compte que le x2 carré peut multiplier le x2 avec x2 au cube sur 3 P2 sur 2 P1. Là, on tire aussi x2 au cube avant de tirer maintenant x2 normalement. Le x2 au cube sera d'abord égal à 2P1 U0 sur 3P2. Maintenant, il faut chasser le cube en élevant membre à membre à la puissance 1 tiers, ce qui permet d'avoir donc x2 simplement sera égal à 2P1 fois U0 sur 3P2, le tout à la puissance 1 tiers. Donc, ce x2 que nous venons de trouver représente en fait une fonction de demande xienne. Nous sommes ici en train de traiter l'exercice d'application que nous avons proposé. Et nous sommes en train de déterminer en première question les fonctions de demande qui permettent d'assurer au consommateur un niveau de satisfaction constant U0 égale à Z. Et nous avons déjà déterminé pour la quantité de biens 2 x2 étoiles. Maintenant, il suffisait de prendre les valeurs trouvées pour x2 étoiles pour remplacer dans la relation 4 afin de trouver pour la quantité x1 étoile qui sera établie ainsi qu'il suit. Maintenant, deuxième question nous dit calculer les quantités d'équilibre avec P1 égale à 1, P2 égale à 3 et U0 égale à 5. On précise maintenant de calculer les quantités d'équilibre parce qu'en réalité, à la première question, ce que nous avons trouvé n'était pas des quantités, mais plutôt des fonctions de demande. Quand on trouve x1 en fonction de P1, P2, U0, ce n'est pas une quantité. Une quantité, ça doit être un chiffre, ça doit être une valeur numérique. Là, c'est une fonction de demande. Et comme c'était le cas de la minimisation, on va appeler ça les fonctions de demande xiennes. Maintenant, on nous demande maintenant de trouver les quantités d'équilibre avec les valeurs suivantes. Comme pour dire qu'il suffira simplement de remonter au niveau des fonctions x1 et x2 et de remplacer simplement partout où on verra les P1, P2 et U0 par leurs valeurs qui ont été données ainsi qu'il suit. C'est pour cela donc que nous aurons simplement x1 et x2 étoile égale à 2 fois 1 fois 5. Donc il suffisait juste de remplacer le prix 1, le prix 3 et U0, le prix 1, le prix 2, U0 par leur valeur et de calculer x2 étoile qui va donner 1,036 et faire la même chose que x1 étoile, devenir dans l'expression que voici, remplacer P2, P1, P1, P2 et U0 par leurs différentes valeurs et de calculer pour trouver x1 étoile à 1,55. Il suffisait juste de partir au niveau des fonctions de demande, remplacer les prix et l'utilité par les valeurs numériques qui ont été données et trouver donc les quantités à l'équilibre 1,036 pour x2 et 1,55 pour x1. Maintenant, il est question ici d'aborder la notion de la fonction d'utilité indirecte et fonction de dépense. Nous commençons ici par la fonction d'utilité indirecte. Alors, lorsqu'on parle de la fonction d'utilité indirecte, qu'est-ce qu'il faut comprendre? La fonction d'utilité indirecte est en réalité une fonction
qui permet de déterminer la satisfaction maximale du consommateur compte tenu des prix des biens et de son niveau de revenu. Donc, lorsqu'on parle de la fonction d'utilité indirecte, il s'agit tout simplement une fonction d'utilité qui permet de déterminer la satisfaction maximale de l'agent économique compte tenu du revenu et du prix des biens. La fonction d'utilité indirecte est de ce pas rattachée aux fonctions de demande marshallienne. Il faut retenir cela, que la fonction d'utilité indirecte est rattachée aux fonctions de demande marshallienne. Et donc, pour trouver la fonction d'utilité indirecte, il suffira tout simplement de trouver ces demandes ou alors ces fonctions de demande marshallienne qu'on reviendra tout simplement au niveau de l'utilité qui a été donnée plus haut pour remplacer simplement les quantités x1, x2 par les expressions de demande marshallienne et partant trouver maintenant la fonction d'utilité. Donc, un exemple, ce qu'il suffit de comprendre, c'est que pour avoir la fonction d'utilité, ça veut dire que vous avez par exemple une fonction d'utilité au départ que voici. Si vous voulez trouver la fonction d'utilité indirecte de cette fonction, il suffira juste de déterminer d'abord les fonctions de demande marshallienne de cette fonction qui seront déterminées par ceci. Donc, on va trouver x1 étoile qui va dépendre de P1, P2 et du revenu et x2 étoile qui va dépendre de P1, P2 et du revenu qui seront les fonctions de demande marshallienne de cette fonction d'utilité-là. Pour avoir dans la fonction d'utilité indirecte qui sera notée V, fonction de P1, P2 et R, il suffira de venir dans cette fonction d'utilité remplacer x1 et x2 par les quantités x1 étoile, x2 étoile qui vont permettre d'avoir x1 étoile alpha, x2 étoile bêta. Et c'est donc ça qui sera la fonction d'utilité indirecte. Et il faut simplement savoir que la fonction d'utilité indirecte, comme nous l'avons dit, passe par la détermination des demandes marshalliennes. Donc, ça veut dire qu'on ne peut trouver les fonctions d'utilité indirecte que dans les cas de la maximisation de l'utilité. Maintenant, il faut savoir que la fonction d'utilité indirecte doit obéir à un certain nombre de propriétés. La première propriété à respecter, c'est en fait que la fonction d'utilité indirecte doit être tout simplement croissante par rapport au revenu. Ça veut dire qu'il faut dériver la fonction d'utilité indirecte par rapport au revenu et trouver une quantité positive. La deuxième propriété à respecter, c'est que la fonction d'utilité indirecte doit être une fonction décroissante du niveau des prix. Ça veut dire que si vous dérivez la fonction d'utilité indirecte par rapport au niveau des prix, vous allez trouver une quantité négative. Et la troisième condition à respecter par la fonction d'utilité indirecte, c'est simplement que la fonction d'utilité indirecte est supposée vérifier l'identité de Roy. Ça voudrait simplement dire que à travers la fonction d'utilité indirecte, il faudrait qu'on a la relation xi égale à moins la dérivée de la fonction d'utilité indirecte par rapport au niveau des prix sur la dérivée de la fonction d'utilité indirecte par rapport au revenu. Si tel est le cas, alors toutes vos propriétés sont vérifiées. Maintenant, à côté de la fonction d'utilité indirecte, nous avons la fonction de dépenses. Il suffit de comprendre ici que la fonction de dépense est en fait une fonction qui permet de déterminer le niveau de dépense minimale d'un consommateur compte tenu de l'utilité et des prix des biens. Donc, la fonction de dépense, qu'on peut aussi encore appeler la fonction de dépense minimale. Si on parle de fonction de dépense tout court, si on peut préciser encore fonction de dépense minimale. Il s'agit tout simplement d'une fonction qui permet de déterminer le niveau de dépense minimale d'un consommateur compte tenu de son niveau d'utilité et des prix des biens. La fonction de dépense minimale est donc alors rattachée aux fonctions de demande xienne. Aux fonctions de demande xienne. Ça veut dire que pour trouver la fonction de dépense minimale, il faut en fait être dans le même cas de minimisation des dépenses. Alors, pour ce faire, il suffit juste d'aller dans une fonction d'utilité, trouver les fonctions de demande xienne et de revenir remplacer dans cette fonction d'utilité-là. C'est pour ça que vous allez voir, au niveau de la fonction de dépense, nous avons minimisé la dépense sous contrainte de ceci. Parce que c'est dans le cas de la minimisation qu'on peut retrouver une fonction de dépense minimale. Et on se dit donc que si vous avez un problème de minimisation que voici, les fonctions de demande xienne que vous allez aboutir doivent être sous la forme x étoile i, qui doit être fonction des variables P1, P2 et au niveau d'utilité U0. Une fois donc que vous les avez obtenu ces fonctions de demande xienne là, il suffira juste de revenir au niveau de la fonction de demande que voici, remplacer dans x1 et x2 par les fonctions de demande xienne que vous avez trouvées plus haut. C'est ça que vous allez voir dans la fonction de dépense minimale qui va dépendre de P1, P2, U0, qui sera simplement égal à x étoile 1, P1 plus x étoile 2, P2. Les x étoile 1, x étoile 2 seront seulement les fonctions de demande xienne qu'on aura trouvées et qu'on sera juste venir dans la fonction de dépense là, remplacer et obtenir la fonction de dépense minimale. Maintenant, tout comme la fonction d'utilité indirecte,
la fonction de dépense a également les propriétés à vérifier. Ainsi donc, une fonction de dépense est une fonction croissante de l'utilité. Donc, ce sont les propriétés de la fonction de dépense. La fonction de dépense est une fonction croissante de l'utilité. Elle est également une fonction croissante du niveau des prix et elle est supposée vérifier le lemme de Shepard. Donc, la fonction de dépense est supposée vérifier en principe le lemme de Shepard. Et le lemme de Shepard stipule simplement que si vous avez votre xi, vous pouvez le retrouver en passant simplement par la dérivée de la fonction de dépense par rapport au prix payé. Donc, voici ce qu'on appelle le lemme de Shepard. C'est que xi égale la dérivée de la fonction de dépense par rapport à PI. Si vous parvenez donc à retrouver ça, alors les propriétés de la fonction de dépense seront atteintes.